On va maintenant voir les composés que les éléments du groupe 15 vont former. Et naturellement, on va s'intéresser beaucoup plus aux composés de l'ammoniac et du phosphore. Toutefois, et en guise de généralité, il faut savoir que tous les éléments de ce groupe forment donc des hydrures de formule EH3. On a l'ammoniac pour l'azote, phosphine pour le phosphore, arsénine pour l'arsenic, stibnine pour l'antimoine et enfin bismuthine pour l'hydrure du bismuth. Euh, si on voit les propriétés, les points de fusion et les points d'ébullition sont négatifs. Ces composés sont des composés covalents, volatiles, mais également très toxiques. Les valeurs anormalement élevées des points de fusion et des points d'ébullition de l'ammoniac s'expliquent, et rappelez-vous ce qu'on a vu lors de l'étude de l'hydrogène. On a parlé de la liaison hydrogène et de son implication dans les propriétés physiques de certains composés. Là, pour l'ammoniac, la possibilité de former des liaisons hydrogènes, pour chaque molécule, de former des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules, va faire en sorte que les points de fusion et d'ébullition soient relativement élevés par rapport aux autres composés de ce même groupe. Parlons maintenant des oxydes et des éléments du groupe 15. Donc, tous les éléments du groupe 15 présentent au moins un oxyde. L'azote, donc c'est l'élément qui a le plus grand nombre d'oxydes avec différents états d'oxydation. Le caractère acide de ces oxydes va augmenter à mesure, donc avec l'augmentation de l'état d'oxydation. Pour ce qui est du caractère acido-basique, les oxydes d'azote et de phosphore sont des oxydes acides. Ceux de l'arsenic et de l'antimoine sont des oxydes amphotères. Et enfin, l'oxyde de bismuth est un oxyde basique. Il faut savoir aussi que tous les oxydes d'azote sont des composés endothermiques, c'est-à-dire c'est des composés qui nécessitent un apport de chaleur, d'énergie pour qu'ils soient formés. D'un point de vue thermodynamique, ils auront donc tendance à se dissocier, à se décomposer, mais une barrière cinétique donc les maintiennent plus ou moins stables. Et il faut savoir aussi que les oxydes d'azote sont des composés exothermiques, c'est-à-dire leur réaction plutôt de décomposition est exothermique, ce qui explique en grande partie l'utilisation des oxydes d'azote, bien de leurs dérivés dans le domaine des explosifs. Intéressons-nous maintenant aux composés de l'azote et on va tout d'abord commencer par l'ammoniac. L'ammoniac est donc le composé le plus utilisé de l'azote, notamment dû au fait qu'il s'agisse de la matière première d'où découleront, c'est-à-dire tous les autres dérivés qu'on connaît de l'azote, mais également son utilisation, c'est-à-dire l'utilisation de l'ammoniac en tant qu'engrais chimique. On va commencer par la structure de l'ammoniac. Donc si on observe cette structure, on a un atome d'azote qui est relié à trois autres atomes. Donc la structure elle est pyramidale avec un angle de 107 degrés entre deux liaisons azote-hydrogène. C'est une structure donc pyramidale à base triangulaire. La molécule possède un moment dipolaire, le pôle négatif est porté par l'atome d'azote, le pôle positif par les atomes d'hydrogène. Le moment dipolaire, donc sa présence, elle est due à la différence d'électronégativité entre l'azote et l'hydrogène. Et enfin, notons également la présence d'un doublet électronique libre. Toutes les propriétés
de l'ammoniac qu'on verra par la suite découle bien sûr de ces 4 points. Mais avant, on va parler du procédé Haber, donc le procédé qui permet la préparation industrielle de l'ammoniac. Donc ce procédé est appelé au nom de Fritz Haber, chimiste allemand qui a élaboré ce procédé. Ce procédé va nous permettre d'obtenir l'ammoniac à partir de l'azote et de l'hydrogène. Et pour comprendre donc la portée de ce procédé-là, il faut comprendre que dans la nature, naturellement, cette réaction, c'est-à-dire la réaction de combinaison entre l'azote et l'hydrogène, est une réaction qui est réversible avec l'existence d'un équilibre. C'est une réaction qui est très lente et c'est une réaction qui est exothermique. C'est-à-dire, on a la présence d'un équilibre qui naturellement va tendre extrêmement à droite de la réaction, dans le sens de la formation des réactifs. Ceci fait qu'en réalité, on n'observe pas la formation de l'ammoniac dans notre atmosphère. Dans l'atmosphère, en dépit de la présence de l'hydrogène et surtout de l'azote. Cette réaction donc, est très lente, elle est limitée. Elle est limitée par des facteurs cinétiques et non thermodynamiques. Non thermodynamique parce qu'il faut savoir que cette réaction est exothermique et donc elle est thermodynamiquement favorisée. Pour comprendre ce procédé, il faut avoir en tête la loi des déplacements d'équilibre de Le Chatelier qui stipule que si un système en équilibre, comme c'est le cas de cette réaction-là, donc cette réaction va être notre système qui est en équilibre. Donc si on perturbe ce système-là, quand on parle de perturbation, c'est-à-dire l'augmentation de la température, la diminution de la température, la variation de la pression, la présence ou non d'un catalyseur, etc. Donc on va perturber ce système et là on va observer que cette perturbation, que lors de cette perturbation, le système va réagir en évoluant dans le sens qui s'oppose à cette perturbation. C'est-à-dire, si j'augmente la température, et que cette réaction soit exothermique, le système il va aller dans le sens de la décomposition et pour diminuer la température. Donc essayons de comprendre comment Haber a pu obtenir de l'ammoniac à partir de l'azote et de l'hydrogène en dépit des barrières donc de lenteur et les barrières donc cinétiques qui existent. Haber a joué sur 3 paramètres. Le premier c'est la température, le deuxième c'est la pression et le troisième bien sûr c'est le catalyseur. Essayons de varier maintenant la température et observons ce qui se passe si on augmente la température et en sachant que cette réaction est exothermique. Donc tout d'abord, l'augmentation de la température va augmenter la vitesse de la réaction. Donc ceci va catalyser la réaction. La réaction sera plus rapide, ce qui va pallier au problème, à la contrainte de la lenteur. Et malheureusement, donc l'augmentation de la vitesse de réaction va effectuer un déplacement à gauche. Et donc, on va avoir une baisse de rendement. L'objectif, c'est d'augmenter justement le rendement. Pourquoi y a-t-il un déplacement à gauche de la réaction? Pourquoi y a-t-il une baisse de rendement? Tout simplement parce que cette réaction est exothermique. Et si on revient au principe de Le Chatelier, donc si on va perturber l'équilibre de ce système-là en augmentant la température, ce système il va évoluer dans le sens où moins de chaleur est libérée. Dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de la formation de l'ammoniac, de la chaleur est libérée. Et l'inverse se passe donc si on va à gauche de la réaction. Maintenant, que se passera-t-il si on augmente la pression? L'augmentation de la pression va déplacer l'équilibre à droite. Ceci donc est
va augmenter le rendement de la réaction. Pourquoi? Parce que le système il va évoluer dans le sens où moins de gaz est formé. Là, on augmente la pression. Le système il va essayer de diminuer la pression. Comment diminuer la pression? Est-ce en formant des réactifs ou est-ce en formant donc notre produit? Là, on a une mole de diazote et 3 moles d'hydrogène, donc 4 moles de gaz en tout. Et là, on a uniquement seulement 2 moles de gaz. Donc le système il va évoluer dans le sens où moins de gaz est formé. Mais le fait d'opérer à des pressions très élevées, ceci va imposer une nouvelle contrainte et celle de l'installation. Une contrainte plus pratique, c'est-à-dire il faudrait que l'installation qui va accueillir le réacteur qui va accueillir cette réaction puisse être assez solide, puisse être entretenu régulièrement pour éviter tout simplement que ça explose. Maintenant, pour augmenter la vitesse de la réaction, si on utilisait un catalyseur. Le fait d'utiliser un catalyseur ne va pas avoir une influence sur l'équilibre de la réaction. Donc ceci va permettre l'augmentation de la vitesse de la réaction sans perturber l'équilibre. Mais le problème, c'est-à-dire là, le X, c'est que les catalyseurs qui sont connus ne sont actifs qu'à de fortes températures, de l'ordre par exemple entre 400 et 500 degrés. Donc là, il y a une nécessité d'opérer sous pression pour déplacer l'équilibre en faveur de la synthèse. Pour résumer, donc on a une réaction, un système qui produit donc de l'ammoniac. Si on augmente la pression, donc on est obligé d'augmenter la pression pour augmenter le rendement. On est obligé d'utiliser un catalyseur donc pour augmenter la vitesse de la réaction. Seulement les catalyseurs donc sont actifs à température élevée. Et lorsqu'on est face à une température qui est élevée, donc il va y avoir une diminution du rendement. Donc là, il faut chercher le parfait compromis entre température, pression et le catalyseur utilisé. Donc tout le génie d'abord, c'était de trouver ce parfait compromis entre les conditions de température et de pression et le choix du catalyseur. Là, vous avez une courbe qui démontre clairement que si on veut opérer à des températures qui sont élevées, on est obligé d'augmenter grandement la pression. Si on veut opérer à des températures, plutôt à des pressions qui sont faibles, on est obligé d'augmenter la température. Et là, on a la variation de l'ammoniac qui est produit. Là, vous avez donc le rendement. Les conditions optimales de la réaction sont de l'ordre de 400 degrés Celsius et une pression de 200 atmosphères. Ceci pour avoir un rendement entre 20 et 30%. Le catalyseur, bien sûr, ces conditions vont varier au cours de l'histoire. Depuis le procédé d'Haber, il a depuis plus d'un siècle. On a toujours recours à ce procédé. Beaucoup de recherches, donc la science elle a avancé, elle a évolué. Les catalyseurs, donc les nouvelles technologies de catalyse sont de plus en plus importantes. Il y a une plus grande maîtrise donc des processus de production et donc le rendement donc a pu augmenter avec le temps et on peut opérer maintenant des températures qui sont plus faibles et des pressions plus faibles également. Passons maintenant aux propriétés de l'ammoniac. L'ammoniac qui est un gaz incolore à odeur piquante très caractéristique, qui est très volatile, il est plus léger que l'air. Pour ce qui est de ses propriétés, à savoir la solubilité, le pouvoir basique, son utilisation comme solvant ou comme ligand, bien sûr ces propriétés vont découler directement de sa structure. On va commencer par la solubilité. L'ammoniac est une molécule qui est très soluble dans l'eau. C'est une molécule tout d'abord qui est polaire,
ça augmente la solubilité, ça permet la solubilité, mais également on a la possibilité de l'ammoniac de former des liaisons hydrogène. Et on obtient ce composé-là, c'est-à-dire la NH3H2O, de l'ammoniac hydraté, appelé ammoniac, écrite ainsi, ou bien ammoniac aqueux. Cet ammoniac-là, donc, qui est dissous, il est sous forme non ionisée, ce qui explique pourquoi un flacon d'une solution d'ammoniac donc présente cette odeur particulière. Tout simplement, lorsqu'on ouvre le flacon, de l'ammoniac va s'en échapper. Toutefois, une petite portion de cet ammoniac-là sera sous forme ionisée, avec la formation d'un cation NH4+, et l'anion OH-. Maintenant, il faut savoir que cette forme-là, c'est la forme qui existe, tandis que l'hydroxyde d'ammonium donc, est une molécule qui n'existe pas, ce composé ne pouvant être isolé. On va passer à une autre propriété très connue de l'ammoniac, c'est son pouvoir alcalin, son pouvoir basique. L'ammoniac est une base faible, il est également utilisé, très grandement utilisé en laboratoire pour cette propriété-là. Il s'agit à la fois d'une base faible et d'une base de Lewis, d'un donneur de doublet et d'une base de Bronsted, c'est-à-dire un capteur de protons. Donc là, vous avez cette réaction, celle qu'on a vue. La neutralisation de l'ammoniac va donner des sels d'ammonium. On va neutraliser l'ammoniac avec un acide. La neutralisation de l'ammoniac, par exemple, avec le chlorure d'hydrogène, va nous donner le chlorure d'ammonium. Avec l'ammoniac, ça va nous donner la neutralisation de l'ammoniac avec l'acide nitrique va nous donner le nitrate d'ammonium. Les sels d'ammonium sont des composés ioniques très solubles, qui sont très solubles et qui sont également acides. Ces sels étant donc les acides conjugués de l'ammoniac qui est une base. Pour ce qui est des applications, l'ammoniac est très utilisé en laboratoire. En industrie pharmaceutique, il est principalement utilisé comme excipient, c'est-à-dire comme agent tampon. Et pour ce qui est des sels d'ammonium, le chlorure d'ammonium notamment est utilisé comme agent acidifiant dans les préparations orales, mais également on peut l'utiliser dans certaines préparations pharmaceutiques comme principe actif dans le traitement d'urgence des alcaloses métaboliques sévères, mais également comme agent expectorant. Le fait qu'il soit irritant, donc ça va irriter la gorge, les voies respiratoires et en provoquant la toux. Les propriétés c'est-à-dire les propriétés de l'ammoniac comme solvant, découlent du fait déjà que la molécule d'ammoniac soit polaire. Donc on peut voir l'analogie entre la molécule d'ammoniac et celle de l'H2O. C'est un solvant qui est polaire, qui présente également, à l'instar de l'eau, qui va se dissocier en ions hydroxyle et hydronium. L'ammoniac, quant à lui, c'est-à-dire on va parler de milieu ammoniacal, elle va se dissocier en ions ammonium et amidure. Selon cette réaction, là on va parler du pK de l'eau qui est de 14, ce qui nous fait un pH, c'est-à-dire en solution aqueuse, c'est compris entre 0 et 14. En milieu ammoniacal, donc le pKn, on va parler de pKn qui est égal à 33, et là on peut avoir un pH compris entre 0 à 33. Également, comme l'eau a la possibilité de former des hydrates avec certains sels, là on a la formation d'ammoniate, c'est-à-dire s'il y a des composés qui peuvent cristalliser avec des molécules d'ammoniac, c'est-à-dire on va prendre des composés qu'on va dissoudre en milieu ammoniacal, on va recristalliser et on va obtenir des ammoniates comme celle-là, c'est le dichlorure de calcium 8 fois ammoniac.
Enfin, et comme dernière propriété, celle de l'ammoniac, c'est-à-dire celle de ligand. L'ammoniac présente un doublet électronique libre. Ce doublet électronique, donc l'ammoniac est une base de Lewis. Elle peut former des complexes avec les acides de Lewis. Et cette propriété est également très utilisée. Le ligand ammoniac est appelé amine avec deux M. Là, vous avez un exemple, donc le complexe tétraamine cuivre. Là, c'est l'atome de cuivre qui est entouré, donc qui est lié à 4 molécules d'ammoniac. Passons maintenant à l'acide nitrique et ses dérivés. L'acide nitrique est l'un des acides les plus connus, les plus utilisés. Il s'agit d'un acide sous sa forme concentrée, c'est-à-dire l'acide concentré industriel sous sa forme industrielle contient 68% d'HNO3 et de 32% d'eau. Il s'agit d'un mélange azéotrope. Pour ce qui est donc des sels de cet acide, on va parler des nitrates. Les nitrates donc, sont une famille de sels qu'on obtient par la neutralisation de l'acide nitrique avec une base alcaline. On connaît les nitrates de la majorité des métaux, c'est-à-dire la majorité des métaux du tableau périodique peuvent former des nitrates. Les nitrates ils sont connus, réputés pour leur grande solubilité, c'est-à-dire la majorité de ces sels sont solubles dans l'eau, d'où leur grande utilisation lorsqu'on a envie justement de préparer une solution du métal associé. Là, j'ai envie de préparer une solution d'argent, donc je vais utiliser le nitrate d'argent. J'ai envie de préparer une solution de plomb, j'utilise le nitrate de plomb, etc. D'autant plus que l'anion nitrate en lui-même n'est pas très réactif. Quelles sont les propriétés de l'acide nitrique? Comme son nom l'indique, il s'agit tout d'abord d'un acide. C'est un acide fort avec une dissociation, c'est-à-dire une grande solubilité dans l'eau, une dissociation qui est totale. C'est également un acide oxydant qui va être donc utilisé à la fois pour ses propriétés acides et ses propriétés d'oxydant. L'ion nitrate est un oxydant fort, notamment en milieu acide, et ça tombe bien. Selon on a cette réaction avec donc, la réaction d'oxydoréduction de l'anion nitrate, il y a un potentiel d'oxydoréduction positif de 0,96 volts. Et enfin, l'autre propriété, c'est la propriété nitrante. La propriété nitrante, la nitration plutôt, donc est une réaction très connue en synthèse chimique. Cette réaction va permettre de greffer un groupement NO2 donc, sur une molécule. L'entité nitrante, donc c'est le cation nitronium, le NO2+, qui est un cation très électrophile, et ce cation est obtenu par la réaction entre l'HNO3 et l'H2SO4. Donc le fait de faire réagir une molécule avec l'HNO3 en présence H2SO4 permet donc le greffage du groupement NO2 sur notre molécule. Cette réaction donc, est à l'origine de la synthèse des explosifs, comme c'est le cas de la TNT, le trinitrotoluène ou bien la dynamite, la trinitroglycérine. Mais il faut savoir que les dérivés nitrés constituent toute une classe de médicaments qui sont notamment indiqués pour les angines de poitrine, mais pas que. On va voir les dérivés nitrés dans la partie qui leur sera consacrée. Donc si on donne l'exemple, là vous avez la structure de la trinitrine. Il s'agit tout aussi de la dynamite en réalité, c'est la dynamite qui est stabilisée et diluée. Ça a la même structure, c'est la même chose. Mais cette fois-ci la trinitrine, donc elle est utilisée dans les cas d'angine de poitrine. On a également le dinitrate de disosorbide qui est un autre dérivé nitré. Passons maintenant
à l'étude des composés du phosphore et on va parler bien sûr de l'acide phosphorique et des sels, c'est-à-dire les phosphates. Là, on a la structure de l'acide phosphorique. Pour ce qui est des propriétés, donc l'acide phosphorique sous sa forme pure se présente sous forme de cristaux incolores déliquescents. Donc il est solide sous cette forme. Il ne s'agit pas d'un liquide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils sont déliquescents, c'est-à-dire ils se diluent, enfin ils se liquéfient donc en contact de l'air. L'acide phosphorique, quant à lui, c'est-à-dire commercial, est une solution de 85%. Donc on trouve une concentration de 85%. Il s'agit d'une solution de 85% d'acide phosphorique qui a un aspect très visqueux. Ceci est dû à la présence donc, des liaisons hydrogènes entre les molécules. Également, il faut savoir que l'acide phosphorique est un acide qui est très soluble dans l'eau. Parlons maintenant des propriétés de l'acide phosphorique. Donc l'acide phosphorique est un polyacide, c'est-à-dire qu'en solution, il va libérer plus d'un proton. Dans son cas, il s'agit de 3 protons qui vont être libérés successivement. Donc la première réaction, donc chaque réaction va nous donner un anion différent un anion phosphate différent. On a là le dihydrogénophosphate, là on a l'hydrogénophosphate et là on a l'anion phosphate. Plus on a donc plus les protons vont être libérés, moins l'acidité, donc plus l'acidité elle va diminuer. On observe là clairement une augmentation du pKa et donc on va assister à l'augmentation du caractère basique. La neutralisation de l'acide par une base donc, va nous donner ces 3 sels et l'acide phosphorique et ces sels sont très utilisés au laboratoire pour préparer justement des solutions tampons. Là, j'ai envie par exemple d'avoir une solution tampon à ce pH là, ou bien à ce pH là, ou bien à ce pH là. Donc, je vais utiliser différents sels c'est-à-dire différents sels de phosphate. Les sels de phosphate les plus utilisés pour la préparation de tampons sont justement les phosphates de sodium et les phosphates de potassium. Tout simplement parce qu'il s'agit des sels les plus solubles. La solubilité décroît dans ce sens-là, c'est-à-dire la solubilité des sels des dihydrogénophosphates donc, est supérieure à celle des hydrogénophosphates qui est supérieure à celle des phosphates. Enfin, l'autre propriété très connue également, c'est la polymérisation. Les sels de phosphate donc, peuvent donc, se polymériser et en formant des liaisons, donc phosphate, phosphore, oxygène, phosphore par condensation. Cette réaction elle est endothermique, c'est-à-dire elle nécessite un apport d'énergie pour qu'elle ait lieu. Le polymère formé est appelé polyphosphate. Là, vous avez par exemple l'acide triphosphorique. On a là le trimétaphosphate cyclique. Donc, on peut obtenir des formes en chaîne ou bien des formes cycliques. Sachant également que l'hydrolyse d'un polyphosphate, c'est-à-dire d'un polyphosphate qui est obtenu par polymérisation, elle est exothermique. Donc, elle va libérer de l'énergie. J'espère que ceci vous rappelle déjà quelque chose. Les polyphosphates peuvent donc adopter des structures linéaires et cycliques, comme on l'a déjà expliqué.